au musée Marc Archéos de Noisy-à-Glos pour voilà, le cycle de conférences qui a lieu dans le cadre de Destination Lune, l'exposition temporaire que la plupart ont vue juste à côté. Donc on a l'immense chance d'avoir Philippe Morel qui va nous faire une conférence sur les éclipses, donc les jeux d'ombre et de la Terre et de la Lune. Donc Philippe Morel qui est ancien président de la Société astronomique de France, président de l'Astro-Club de France et fondateur de l'Observatoire Charles Fehrenbach de Pritsch. Donc voilà, je vous laisse en sa compagnie. Merci Valérie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors le titre de la conférence, les jeux d'ombre de la Terre et de la Lune. Alors, comme il fait beau et comme vous êtes un petit peu en nombre, vous aurez en prime aussi quelques jeux d'ombre de Mercure, de Vénus, de Jupiter et de Saturne. Vous verrez au fil de l'exposé, qui va se découper en plusieurs parties. Bon, on va essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'est le phénomène éclipse. Pourquoi on s'est intéressé à ces phénomènes depuis la plus haute antiquité, et puis ensuite comment se fait-il qu'on a une périodicité qui fait qu'on a la chance de pouvoir revoir les mêmes éclipses tous les 18 ans, 10 ou 11 jours. Et puis ensuite, on va prendre notre petite valise, notre sac à dos, on va partir en voyage sur une trentaine d'années de souvenirs d'éclipses diverses et multiples du Soleil, de la Lune, et aussi de quelques passages de Mercure devant le Soleil, passages de Vénus, on en a eu 2 en 2004 et 2012, et comme c'est fini avant l'an 2117, et ben donc on les apprécie ces passages-là, et puis ensuite quelques occultations spectaculaires. Voilà, suivante. Alors bah, évidemment, le principe de base pour ce qui est d'une éclipse de Soleil, bah, il est très simple. Hein. Vous avez la Lune qui est éclairée par le Soleil, et quand la Lune s'interpose entre le Soleil et la Terre, il y a forcément une ombre qui se forme, et tout autour de l'ombre, une zone de pénombre. Et quand on est placé dans l'ombre, et ben forcément, on voit la Lune passer complètement devant le Soleil. Si la Lune est au plus près de la Terre, ça fait une éclipse totale parce que le diamètre apparent de la Lune devient un peu plus grand que celui du Soleil. Et si à l'inverse, la Lune est un petit peu plus loin, on peut avoir persistance autour du disque de la Lune d'un anneau de Soleil, et ça fait une éclipse annulaire. Vous avez vu ça à l'exposition pour les personnes qui ont pu visiter. Suivante. Alors pourquoi y a-t-il une zone d'ombre et une zone de pénombre? Eh bien, c'est simplement parce que si vous prenez 2 bougies, celle-ci par exemple, si vous éclairez une balle, à savoir la Lune, eh bien, vous allez avoir une ombre qui va partir comme un cône donc dans une direction, et si vous prenez une deuxième bougie et que vous éclairez en même temps la Lune ou la boule, vous avez une zone d'ombre qui fait que quand on se place ici, on ne voit pas cette bougie-là, et quand on se place ici, on ne voit pas cette bougie-là. Et si on met une infinité de bougies entre les 2 premières, on va dire qu'on a ici le Soleil, on a ici la Lune, dans le cas des éclipses du Soleil, et quand on va se mettre dans cette zone ici, qui serait l'intersection des cônes d'ombre provoqués par tous les éléments lumineux entre la bougie numéro 1 et la bougie numéro 2, et bien là on ne verra aucune des bougies, donc on sera dans la zone de totalité. Si à l'inverse on est soit ici, soit là, on verra une partie des bougies et pas l'autre, on aura droit à une éclipse partielle. Et si on se place ici derrière, on sera dans le cas de l'éclipse annulaire, puisque le diamètre apparent de l'objet sera projeté ici inférieur au diamètre de l'objet circonscrit entre les 2 bougies. Suivante. Alors voilà ce que ça donne, hein, une éclipse annulaire. Vous en avez une en haut, donc à droite. Là, c'est un accéléré de l'éclipse annulaire de Soleil du 3 octobre 2005. Donc ça, c'était dans le sud tunisien, à 45 km au sud de Tataouine. Et oui, Tataouine, ça existe. Et puis la deuxième, là, vous avez donc ici la Lune qui superpose complètement l'image du Soleil, et ça vous donne ce qui est en bas à droite, à savoir une éclipse totale. Celle-là, c'était celle du 4 décembre 2002, c'était la frontière du Zimbabwe, mais vous verrez, il y en a des beaucoup plus belles depuis. Suivante. Alors dans l'histoire, on a des relations d'observation d'éclipses qui ont interféré sur des événements historiques. C'était le cas donc le 28 mai de l'an 585, qui interrompt un combat entre les Lydiens et les Mèdes, et qui a été considéré comme un signe de paix entre les belligérants. Suivante.
Alors ça, c'est l'éclipse de la crucifixion, c'est un tableau local qu'on aurait bien voulu avoir à l'exposition, dont le musée qui le détient était d'accord pour nous le prêter, c'est le musée de Valenciennes. C'est l'érection de la croix de Cornelis de Vos, et manque de chance, on n'a pas pu l'avoir parce qu'il fallait réaliser une caisse spéciale pour le transporter qui valait 2500 €. Et donc du coup, il est toujours à Valenciennes. Donc ça, c'est l'érection de la croix de Cornelis de Vos. Si vous voulez le voir, vous allez au musée de Valenciennes. Donc un premier dimanche du mois, c'est gratuit aussi. Donc, et vous le verrez, c'est un tableau magnifique qui n'est pas très grand, il est beaucoup moins grand qu'il est présenté ici, il fait à peu près 50 cm sur 75. Suivante. Alors, la première éclipse, pour l'instant, qui est datée dans les archives astronomiques, a été estimée comme s'étant produite le 22 octobre de 2134 avant Jésus-Christ dans des archives chinoises. Suivante. Là, c'est une tablette cunéiforme qui relate l'éclipse de soleil du 17 juillet 709. Alors pourquoi est-ce qu'en Chine, en particulier, on attachait autant d'importance aux éclipses? C'est simplement parce qu'on ne savait pas quel en était le principe à l'époque. Et ne connaissant pas le principe, c'était un objet de terreur pour les populations et pour leurs gouvernants. Ce qui veut dire que, bon, même si la mémoire populaire disait qu'à chaque fois que ça s'était produit, le soleil était revenu, ben, il y avait toujours l'angoisse de savoir si la fois suivante, il reviendrait. Ce qui veut dire que la première des préoccupations de la part des civilisations anciennes, c'était d'essayer de prévoir ces éclipses de façon à pouvoir se mettre à l'abri et pouvoir conjurer de mauvais sorts. Donc les astronomes, qu'ils soient chinois, qu'ils soient assyriens, qu'ils soient même dans les civilisations occidentales précoces, que ce soit chez les Grecs ou chez les Égyptiens, la notion première, c'était d'essayer de trouver quand ça revient et si ça revient. Suivante. Et donc, il a fallu réaliser tout un travail de description préalable, d'où tous ces témoignages. Donc là, on est en 322 avant Jésus-Christ, à Babylone. Et à partir de recoupement de toutes ces relations d'observation d'éclipses, on a réussi à déterminer des périodicités. Suivante. Alors, Thalès, donc, c'est de moins 625 à moins 546 environ, il avait compris le phénomène. Et donc, l'éclipse de soleil se produit quand la Lune, dont la nature est terrestre, vient se placer à l'aplomb sous lui. À l'époque, on pensait que la Lune faisait partie de l'atmosphère proche de la Terre. Suivante. Donc c'est Ptolémée qui, le premier, propose un calcul des éclipses de soleil, le premier qui le met dans un livre, parce qu'en fait ça avait été déjà bien édicté avant. Alors il ne calcule pas encore les zones de visibilité. Suivante. Et c'est Géminos, qui est un astronome et mathématicien grec qui a vécu vers l'an 50 à peu près, qui a conclu que les éclipses ne sont pas identiques en tout lieu. Donc déjà, là, on fait un grand progrès. Suivante. Et donc, Soligène d'Alexandrie, qui est un contemporain de Jules César, lui différencie les éclipses totales et annulaires. Suivante. On commence à s'intéresser à ce qui se passe pendant le phénomène éclipse totale. Donc, lors de l'éclipse du 1er mai 1185. Et là, on commence à décrire la chromosphère, les protubérances, qu'on n'appelait pas comme ça. On appelait ça les flammes du Soleil. Ce sont ces flammes d'hydrogène qui sont portées à une température d'environ 6000 degrés qu'on peut observer pendant les éclipses totales et maintenant tout le temps, puisqu'on a des procédés, des filtres qui nous permettent d'observer ça même sans éclipse. Et puis cette espèce d'auréole qui est tout autour du Soleil, qu'on appelle la couronne. Et cette couronne qui fait d'ailleurs partie de la symbolique chez les Égyptiens de la représentation du dieu du Soleil, Ra, qui est représenté comme un disque avec des ailes. Les ailes sont très probablement la représentation de la couronne solaire. Suivante. Alors, par rapport à la périodicité des éclipses, les Chaldéens, donc on remonte très très loin,
Donc il remarque que 222 mois lunaires correspondent à la date approximative du retour d'une éclipse, ce qui définit un cycle qu'on appelle le Saros. Le Saros dit des Chaldéens. Un Saros qui a été un petit peu modifié par Edmund Halley, donc l'astronome qui est très connu à cause de la comète qui porte son nom. Et en 1692, il s'aperçoit que 223 révolutions synodiques, la révolution synodique, c'est la révolution des phases de la Lune, correspond à une date de retour précis d'une éclipse. Donc lui, il définit son Saros à lui comme celui-là, et c'est celui qui est adopté depuis 1692. Suivante. Et alors, pour la représentation des visibilités d'éclipses, ce qui était tentant, c'était de représenter sur Terre l'endroit où, en fonction de l'instant, la phase est totale, et l'endroit où les phases sont partielles. Et c'est donc Jean-Dominique Cassini, qui est l'astronome italien qui a été ramené par Louis XIV et qui a fondé l'Observatoire de Paris, qui en était son premier directeur, qui planche sur le sujet. Et la première carte vraiment utilisée, c'est pour l'éclipse du 3 mai 1715, et c'est Halley qui l'adresse aussi. Et c'est toujours cette cartographie, ce type de cartographie qu'on utilise maintenant pour définir la visibilité d'une éclipse, où là vous avez la zone, la ligne de totalité. Cette ligne ici s'appelle la ligne de centralité. Le disque noir, pour un instant donné, c'est la zone d'intersection de l'ombre de la Lune avec la Terre. Et puis le reste, ensuite, si on prend des cartes plus générales, on a les lignes de 90% de grandeur, 80, 70, etc., jusqu'aux limites nord et sud de l'éclipse. Suivante. Alors voilà ce que ça donne comme type de représentation. Suivante. Un astronome amateur, Francis Belly, 1774-1844, lui s'intéresse à des petits points brillants qu'on voit apparaître juste avant la totalité ou juste après la fin de la totalité, et il attribue ça au passage de la lumière solaire dans les interstices laissés par le relief lunaire sur le profil de la Lune, qu'on appelle le limbe. C'est un phénomène qui est très très beau. Quand on a une éclipse totale longue, on a des grains de Belly qui sont très courts parce qu'ils sont très très rapidement recouverts par la Lune. Par contre, quand on a des éclipses qui sont longues, qui sont courtes, on a des grains de Belly qui durent très longtemps, et ça donne des choses absolument extraordinaires. On a le souvenir en particulier d'une éclipse qu'on avait été observée le 8 avril 2005 à Panama, n'est-ce pas, Steve ? Qui était une éclipse qui était quasi hybride, c'est-à-dire qui était ni totale ni annulaire, et le point d'hybridation était à peu près à 1500 km de là où on était. C'était le point d'hybridation, il était dans le Pacifique au large du Costa Rica, et nous on était à Panama. Et on a vu sur cette éclipse annulaire qui durait 17 secondes, on a vu un demi-collier de grains lumineux pendant plusieurs secondes, et juste après un demi-collier de grains lumineux de l'autre côté pendant plusieurs secondes. Suivante. Alors la couronne solaire, c'est Belly qui donne aussi le nom de couronne solaire à ce phénomène, qui avait d'ailleurs été bien subodoré par un astronome français qui était Jean Hortuche de Méran, qui dès 1733 a fait paraître en français un traité de l'aurore boréale dans lequel il parle déjà de couronne solaire, de couronne, et lors des éclipses, Belly est le premier attribué à confirmer que la couronne appartient bien au Soleil et pas à la Lune. Et ça, c'était à la suite de l'observation de l'éclipse de Soleil de 1842. Suivante. En 1851, première photographie d'une éclipse totale de Soleil. En 1860, première photographie montrant les protubérances solaires et démontrant encore une fois qu'elles appartiennent bien au Soleil et pas à la Lune. Ensuite, en 1868, début de l'analyse spectrale de la couronne solaire. Donc, on décompose la lumière de la couronne et on lui trouve un composé qui s'appelle l'hélium, de son nom, hélium de Hélios, le dieu du soleil. C'est un composé qu'on trouvait en quantité dans la couronne solaire qu'on ne trouvait pas sur Terre. Bon, depuis, on a trouvé un petit peu d'hélium dans l'atmosphère terrestre, qui est un gaz très très raréfié, mais à l'époque, on pensait qu'il n'y en avait que dans le soleil, donc on l'appelait hélium. Suivante.
Ensuite, l'arrêt d'émission verte d'un nouveau corps appelé le coronium, trouvé dans la couronne aussi. Voilà, 1872, on commence à s'intéresser aux variations d'aspect de la couronne, parce que la couronne varie beaucoup dans sa structure entre les périodes de maximum et de minimum d'activité solaire. Vous savez que le Soleil, c'est une étoile qui a un double cycle de 11 et de 22 ans. D'ailleurs, ce cycle de 11 ans a été mis en évidence par un astronome amateur qui s'appelait Heinrich Fagg, qui était cultivateur de son état et qui observait le Soleil, et qui a observé le Soleil pendant une trentaine d'années en faisant le relevé du nombre de taches solaires à chaque fois qu'il pouvait le faire pendant 30 ans. Et puis c'est un astronome professionnel qui est tombé là-dessus, qui a mis son nom dessus naturellement, qui s'appelait Wolf, qui a défini le cycle de Wolf, qui est en fait le cycle de Schwab. Et ce cycle, en fait, c'est un double cycle de 11 ans et de 22 ans. 11 ans, c'est un cycle d'inversion de polarité, et 22 ans, c'est le cycle total d'une double inversion. Et pendant ce temps-là, on a modification de la structure de la couronne solaire qui, lors des minima d'activité, est très très régulière. Vous verrez ensuite dans les images, je vous préciserai ce que c'est une couronne de minimum, une couronne de maximum. Et quand on s'approche d'un maximum d'activité, la couronne devient complètement anarchique. Et en période de minimum, quand la couronne est complètement en repos, vers les pôles du Soleil, on voit des espèces de plumes, on appelle des plumes polaires. Et c'est ça qui a été mis en évidence en 1872. Ou plutôt qui étaient différenciés, parce qu'on les voyait avant, évidemment. Alors en 1878, là on observe des rayons coronaux jusqu'à 12 diamètres solaires, et on peut même faire beaucoup plus maintenant. Mais déjà à l'époque, même avec les moyens de l'époque, on arrivait déjà à distinguer la couronne issue directement des émissions de gaz du Soleil à la couronne dite K, qui est la couronne de poussière, qui est celle qu'on voit beaucoup plus loin, et dans laquelle d'ailleurs la Terre baigne aussi, puisque les effets de la couronne K, c'est les effets de lumière zodiacale qu'on peut observer au mois de mars, après le coucher du Soleil, mars-avril, et en août-septembre avant le coup de lever du Soleil, et ça, ce sont les effets de l'éclairage par le Soleil et de la couche K. Suivante. Alors ça, c'est extrait du livre de Deméran, qui montre en gros la couronne solaire telle qu'il l'envisageait au XVIIIe siècle, et en fait une couronne solaire que lui voyait penser être aussi rattachée au phénomène des aurores boréales, qui ont en fait une relation que très indirecte avec la couronne solaire. C'est quand même la matière ionisée qui pénètre dans l'atmosphère issue de la couronne solaire qui est à l'origine du phénomène, mais c'est surtout le champ magnétique qui entoure la Terre qui dicte l'architecture des aurores boréales. Suivante. Alors la périodicité des éclipses. Alors, si vous prenez une étoile dans une direction donnée, pour que la Lune revienne en face de cette étoile, elle fait un tour en 27,32 jours. Ça, c'est la révolution dite sidérale. De même que la Terre, pour revenir en face d'une même étoile, elle fait un tour non pas en 24 heures, mais en 23 h 56 minutes, 4 secondes. Ce qui fait la différence par rapport au retour du Soleil en plein sud au méridien, c'est le petit morceau de rotation de la Terre qui va se faire dans l'intervalle, qui va faire qu'on passe de 23 h 56 minutes 4 secondes à 24 heures, en moyenne. Mais pour la Lune, le petit bout de rotation qui se fait pour qu'on revienne à la même phase, il est un peu plus long parce que là, en 27,32 jours, la Terre a tourné autour du Soleil d'un angle plus important. Bon là, il est exagéré évidemment. Et c'est cette différence à rattraper qui fait que la révolution donc synodique, c'est-à-dire la révolution qui ramène la même phase de la Lune, par exemple pour le Ramadan, c'est 29,53 jours. Suivante. Alors tout ça, ce serait très simple, parce que vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas une éclipse de Soleil et une éclipse de Lune à chaque nouvelle Lune et à chaque pleine Lune. C'est simplement parce que le plan de l'orbite de la Lune est un petit peu incliné par rapport au plan de l'orbite de la Terre, qui est incliné d'un angle d'à peu près 5 degrés, et la ligne d'interception des deux plans, on appelle ça la ligne des nœuds, et ce serait trop simple si elle restait fixe dans l'espace. En fait, elle fait un tour. Elle fait un tour donc en environ 18 ans, ce qui provoque une révolution, donc le retour d'une même éclipse, en gros, pas d'une éclipse, possibilité d'éclipse, sur les 346,62 jours. Vous voyez, il faut prendre ça aussi en compte. Suivante. Et puis alors, comme la Lune ne circule pas à vitesse constante sur son orbite,
parce que sa distance à la Terre varie de 356 000 km à environ 406 000, et on peut définir aussi un mois anomalistique lunaire dont la durée est de 27,5546 jours. C'est la suivante, tout ça c'est l'anecdote. Tout ceci pour vous dire que 223 révolutions synodiques ou 19 années draconitiques ou 239 révolutions anomalistiques lunaires, 18, parce que c'est pareil pour la Terre, 18 révolutions anomalistiques terrestres, font qu'on arrive dans des gammes de temps qui sont relativement comparables, puisqu'on va à 6585,32 jours, 6581,78, 6585, etc., etc. Et donc on a défini le Saros version allée comme étant 223 révolutions synodiques, soit 6585,32 jours. C'est celle-là qui est importante. Ça fait 18 ans, 10 ou 11 jours, suivant le nombre d'années bissextiles qu'il y a dans les 18 ans. Et alors, le virgule 32 jours, il a son importance, parce que ça veut dire que dans le cas d'une éclipse de soleil, vous prenez l'éclipse du 11 août 1999, dont beaucoup ne se souviennent pas parce que le ciel a été couvert sur la région, mais elle était totale en Normandie, en Picardie et plus ou moins dans l'Est, en Lorraine, en Alsace. Cette éclipse-là s'est reproduite à l'identique le 21 juillet 2017. Et elle s'est reproduite à l'identique, sauf que en France, on ne l'a pas vue, sauf sur l'extrême pointe de la Bretagne, on a vu la fin des phases partielles au coucher du soleil, mais elle était totale et de même qualité aux États-Unis. Et ça, c'est à cause du virgule 32 jours. Ça veut dire que le virgule 32 jours fait que les éclipses de soleil se renouvellent à l'identique, à 120 degrés de longitude de différence. Suivante. Alors maintenant, on va aller se balader un petit peu. Voilà. Suivante. Alors là, c'est une petite carte globale des quelques éclipses que je vais vous montrer. Bon, il y en a quelques-unes en plus qui vont être rajoutées parce qu'il y en a certaines qui peuvent être observées dans la région. Donc là, j'ai pas mis de flèche pour refaire, on va dire, Douai-Cambrai ou Douai-Priche parce qu'à l'échelle du monde, ça n'aurait pas été très visible. Suivante. Alors la première, c'était le 18 mars 1988. Alors ça, c'était au sud des Philippines. Il fallait vraiment vouloir. Parce que la probabilité de ciel dégagé en mars aux Philippines pour une éclipse, c'est de l'ordre de 10%. Suivante. Alors effectivement, comme prévu, on arrive sur une petite île où vous avez parqué. Il faut savoir qu'aux Philippines, à l'époque, c'était l'état d'urgence. Donc déjà, c'est une deuxième raison pour ne pas y aller. Et les observateurs d'éclipses avaient été parqués sur une île qui était sur la zone de centralité, bien à l'abri de la guérilla. Et donc, on arrive sur le coup de 4h30, 5h du matin, sous un ciel magnifique, puisqu'il tombait des gouttes. Et puis, il a plu pendant une bonne partie des phases partielles suivantes. Et puis, on a eu une éclaircie qui a commencé, on va dire, 5 minutes avant la totalité, qui durait le temps de la totalité, c'est-à-dire environ 3 minutes 30. Et puis, peut-être quelques minutes après, qui a juste permis de voir la totalité de l'éclipse, et ensuite, quelques minutes après, on était à nouveau sous la pluie. Suivante. Alors, ce sont les premières, on dit que c'est la première éclipse, c'est la plus belle, en fait, elle n'était pas si belle que ça, parce qu'il y avait quand même un petit résidu de nuages. Ça, c'est des photographies qui ont été réalisées avec une chambre photographique qu'on appelle une flat field caméra, qui faisait 500 mm de focale, ouverte à 3.5, que j'avais monté sur la fourche d'un télescope CL108, vous voyez le montage, et tout ça, c'était pas léger, heureusement qu'à l'époque, on pouvait emmener un peu tout et n'importe quoi dans les bagages, dans les avions, parce que ça, ce genre de choses, maintenant, on ne pourrait plus le faire. Suivante. Suivante. Voilà, alors, comme celle-ci nous avait quand même déjà bien enchanté, on s'est dit, quand on en a vu une, on va en voir une deuxième, et quand on en a vu deux, on va en voir une troisième, etc., etc. La deuxième, on avait le choix entre la Basse-Californie, c'est-à-dire cette région-là, et une éclipse en bord de mer avec le soleil à la verticale, ou alors la solution Hawaï, avec l'avantage de pouvoir monter en altitude et de pouvoir observer une éclipse à 3 ou 4 000 mètres d'altitude. On a pris la deuxième solution, même si l'éclipse était plus courte à Hawaï qu'elle l'était en Basse-Californie. Suivante. Et là, on a eu le miracle. Le miracle, c'est cette couronne solaire complètement cuivrée. Et ça, c'est exceptionnel. Pourquoi? Parce que 3 semaines avant l'éclipse avait eu lieu l'éruption du Pinatubo, un volcan philippin qui a
qui est entré en éruption, qui a provoqué l'une des plus grosses éruptions du XXe siècle et qui a envoyé de la poussière en quantité dans l'atmosphère, ce qui a coloré la couronne solaire dans cette teinte absolument superbe qu'on n'a vue qu'une seule fois et qu'on n'est pas prêt de revoir. Et alors cette éclipse solaire survenait aussi à peu près lors d'un maximum d'activité, et on a eu la chance d'avoir deux protubérances diamétralement opposées au Soleil dans le sens de la marche du Soleil, de la Lune plutôt. Ce qui fait qu'on en a vu apparaître une pendant que l'autre disparaissait. Suivante. Voilà. Alors là, c'est des agrandissements des images brutes, et on voit la première protubérance, la protubérance donc occidentale, qui rapetisse de plus en plus, qui augmente de plus en plus, et la protubérance orientale qui donc apparaît de plus en plus à mesure de l'avance du phénomène. Suivante. Ensuite, le 24 octobre 1995, c'était dans un endroit absolument superbe qui est le Rajasthan. Et surtout au mois d'octobre, au Rajasthan, c'est 100% de probabilité de ciel clair. Parce que la mousson, dès lors que la mousson est descendue au sud de Delhi, on est sûr que quand on va au nord de Delhi, on a du ciel clair. Donc là, en l'occurrence, on était à Fatehpur Sikri, c'est à 40 km au sud d'Agra à peu près. Suivante. Alors avec un matériel qui est toujours, à l'époque, il est toujours à peu près le même. On privilégiait à l'époque la photographie avec des longues focales. Pourquoi? Parce que on pouvait avoir disposé de l'accès aux protubérances solaires à condition d'avoir un instrument qu'on appelait un coronographe, qui était un instrument qu'il fallait mettre quasiment en fixe sous une coupole, parce que mettre au point un coronographe en itinérant, c'est très très compliqué, et puis c'est dangereux aussi. Donc on privilégiait les images de protubérances et pas de couronne, parce que c'était aussi les plus faciles à réaliser. Et donc on utilisait des focales de l'ordre d'1 mètre, et donc évidemment les montures qui allaient avec, sur des montages qui faisaient qu'on remplaçait souvent le contrepoids par autre chose. Là en l'occurrence le contrepoids il était remplacé par un téléobjectif de 200 mm avec un boîtier Canon du X5 qui était le top du caméscope de l'époque, qui était du HI8, et ce qui permettait de filmer l'éclipse pendant qu'on la photographiait de l'autre côté. Suivante. Alors cette éclipse à Fatehpur Sikri, elle était très courte, c'était une totalité de 42 secondes, qui est intervenue le dernier jour de la fête des Lumières, qui est une fête religieuse hindoue. Donc inutile de vous dire qu'il y avait quand même pas mal d'ambiance, et aussi pas mal de monde, parce qu'on n'était pas les seuls à savoir que c'était du 100% de probabilité de ciel clair, et donc pour cette éclipse-là, on avait débarqué sur le site la veille, on avait loué des terrasses chez l'habitant, on les a gardées la nuit, donc on était une soixantaine, hein, donc on est resté à 5 ou 6 sur le site pour le garder, pour ne pas se le faire prendre, et les autres sont arrivés au petit matin. Et donc on a pu faire ces images qui vous montrent ce qu'est la chromosphère d'une éclipse courte. Vous voyez qu'ici, des gradients rotationnels combinés et des associations HDR pour faire beaucoup mieux. Suivante. Et là vous avez une protubérance en suspension. Il y en a une aussi pendant l'éclipse, c'est un globule en suspension, il y en a eu un aussi pendant l'éclipse de 99. Suivante. Alors on va changer un petit peu des éclipses, ça c'est l'occultation de Saturne, c'était le 3 novembre 2001, observé à travers le brouillard depuis Cambrai. Là c'est un télescope de 200 mm de diamètre. Suivante. Suivante. Voilà, donc c'est un 200 FD6 avec le caméscope placé au foyer, et les images, ce sont des acquisitions d'images à partir de la séquence vidéo. Suivante. Et puis là, on avait le luxe, on avait mis un vidéoprojecteur à la sortie de l'ordi et on avait le spectacle en direct sur un écran comme ça. Donc vous avez la planète Saturne qui s'approche du disque de la Lune. La grosse difficulté dans la chose, c'est de choisir la dimension de l'image qu'on appelle la focale résultante, de façon à ne pas trop surexposer la Lune et ne pas trop sous-exposer Saturne. Parce qu'il y a une grosse incompatibilité d'exposition entre la Lune et Saturne. Donc il faut vraiment faire des essais avant pour trouver le bon dosage. Suivante. 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 Alors vous voyez là c'est Saturne qui disparaît derrière la Lune. Suivante. Suivante. Et qui va réapparaître de l'autre côté. Alors le point d'immersion, ça c'est pareil, hein, il faut le prévoir d'avance, hein, parce que surtout que là on utilise des focales très très longues, et donc si vous avez cadré ailleurs que sur le point de sortie, ça fait des ordres. Suivante. Alors ensuite une autre, ça c'était l'occasion d'un petit week-end très sympathique, un petit week-end prolongé très sympathique en Irlande,
avec Pierre Bourges et René Verso pour les gens qui les connaissent, et Hélène Reiss aussi. Et donc ça c'était le 26 janvier 2002. Alors déjà là c'était un peu risqué aussi parce que déjà la météo n'est pas très prévisible en Irlande, mais alors a fortiori au mois de janvier. Enfin on s'est dit on y va, on se fera un week-end sympa et puis l'occultation ça sera la cerise sur le gâteau si on la voit. Suivante. Et ça a marché, puisque là c'était une occultation rasante. C'est encore plus rare, c'est-à-dire que là on est allé sur la zone où Jupiter se faisait que partiellement occulté par la Lune. Donc ça c'est une éclipse partielle de Jupiter par la Lune. On a eu une chance folle parce que ça a été fait à travers les nuages. Suivante. Alors le 4 décembre 2002, là on avait le choix entre une éclipse bien haute, avec une probabilité de ciel clair qui était de l'ordre de 30% en Afrique du Sud, ou la même éclipse avec une probabilité proche de 100% en Australie, mais avec un soleil très bas sur l'horizon. Bon, donc on a pris l'Australie du pauvre, parce que l'Afrique du Sud, vous voyez, c'est la même latitude que l'Australie. La seule différence, c'est que c'est en ligne droite, qu'il n'y a pas beaucoup de décalage horaire, que c'est beaucoup moins cher pour y aller, et que d'autant plus, là, on avait une éclipse qui était plus haute sur l'horizon. Suivante. Alors on est arrivé en Afrique du Sud, on a eu un superbe beau temps contre toute attente. Plus on montait vers le nord, plus de l'Afrique du Sud, plus on avait une météorologie favorable. Et donc on avait trouvé un point d'installation qui était situé, on va dire, à la croisée des chemins. On voulait quelque chose qui ne soit pas dans le parc Kruger, parce que là c'est un cul-de-sac. Et on a trouvé un site qui était à la croisée des chemins pour pouvoir partir soit vers l'est, soit vers l'ouest, soit vers le nord, pour pouvoir, en cas de ciel couvert. Et grand bien nous en a pris parce que la nuit précédant l'éclipse, on a vu arriver un paquet de nuages vers 2h du matin. Et au lever du jour, le ciel était complètement couvert. La seule chose qu'on voyait, donc on était là quelque part. À l'origine, on était ici quelque part. On voyait qu'il y avait du ciel clair sur le nord. Donc là, je dis à mes comparses qui même me suivent, si vous voulez, je viens pour prendre un peu l'éclipse, moi je m'en vais l'observer à la frontière du Zimbabwe. Donc on a fait notre petit parcours de 150 km sur les pistes en, on va dire, 1h15 à peu près. Donc on a roulé un peu vite. Et puis on s'est réinstallé donc à la frontière du Zimbabwe. On n'a pas pu aller. Bon, c'était sur la ligne de centralité et on a retrouvé effectivement un ciel bleu. Suivante. Qui nous a permis, bon, mis à part le fait que le temps de faire la route, on a raté le début des phases partielles, mais ça c'est pas trop gênant et ça a permis de voir tout le phénomène jusqu'à la fin et la totalité. Là on avait pris du léger, à savoir un téléobjectif de 300 mm de focale, ça se met sur un pied fixe, ça va tout seul à se mettre en place. Quand on fait une éclipse qui a un potentiel de visibilité faible, il faut prendre du léger, parce que le plus souvent on déménage en cours de route, ou juste avant. Suivante. Voilà, donc là, tu peux les passer à la suite, Valérie, hein, voilà. C'est les pauses successives, voilà. Là, tu peux revenir en arrière, voilà. Et là, c'est la composition qui vous montre une couronne de maximum d'activité solaire. Là, vous voyez, c'est l'anarchie complète, il y en a dans tous les sens. On ne sait pas dire sur cette image où est situé l'équateur du Soleil, alors que sur des images de couronne de minimum, on peut le dire parfaitement. Suivante. Alors, un passage de Mercure, ça c'était celui du 7 mai 2003, observé à Cambrai, au Nexstar 5 toujours. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette courbe un petit peu bizarre? Assez simplement parce que les photographies ont été prises avec un télescope qui ne suivait pas le mouvement du ciel au sens équatorial du terme. Ça veut dire que c'est une composition du déplacement de Mercure devant le Soleil en même temps que la rotation de champ de l'image. D'où cette courbe assez originale. Bon, ça a été fait avec une Vesta Pro, c'est ce qu'on utilisait à l'époque. C'était des Vesta Pro noir et blanc, bon, qui nous permettaient déjà de faire pas mal de choses sympathiques. Suivante. Alors ensuite, là c'était une éclipse prétexte, celle-là. Parce que là, c'était en 2003. Et en 2003, ça faisait 9 ans que je n'avais pas mis un pied en Islande et ça commençait à me manquer. Et donc, j'ai recruté 5 comparses qui ne connaissaient pas l'Islande. Je leur ai dit, autant y aller au moment de l'éclipse, en sachant que l'éclipse, on ne la verra sûrement pas, puisque c'était une éclipse annulaire à 2 degrés au-dessus de l'horizon en Islande. Déjà, 2 degrés au-dessus de l'horizon d'Islande, c'est difficile parce qu'on a toujours le fjord en face, dans la direction, et puis 2 degrés c'est très difficile aussi parce que c'est très rare qu'en Islande il n'y ait pas des nuages au niveau de l'horizon. Enfin on a quand même tenté le coup. Suivante.
Alors au départ, c'est pareil, on arrive en Islande, contre toute attente, il faisait super beau temps. Donc 3-4 jours avant, même jusqu'à la veille de l'éclipse, on a eu du soleil tout le temps. Et quand on est allé se renseigner à la station météo de l'aérodrome le plus proche de là où on se trouvait, on s'était arrangé pour se trouver un endroit où on pouvait filer de tous les côtés en moins de 12 heures, à peu près, et il nous a annoncé la bonne nouvelle, à savoir une première dépression qui arrivait ici, qui devait atteindre le sud, une deuxième qui devait atteindre aussi. Donc, en gros, tout ça, ça allait avancer sur l'Islande le jour J, et donc forcément, on n'avait que deux possibilités, soit aller ici, soit là-bas en haut, de l'autre côté. Bon, la deuxième étant plus rapide que la première, ils nous ont dit le nord-ouest, c'est peut-être moins pire que le nord-est. Donc on a pris l'option nord-ouest. Suivante. Et on s'est installé le plus loin possible qu'on pouvait sur le site numéro 1, parce que là, on savait qu'il n'y avait pas de vis-à-vis par rapport au fjord d'à côté. Et puis, on a dû déménager sur le site numéro 2, parce que forcément, les nuages sont arrivés et on n'avait pas le choix. Suivante. Alors là, on avait, c'était à l'arrivée, donc sur le premier site, on va dire 6 heures avant l'éclipse. Là, on avait gagné les nuages, on les laissait largement derrière. Suivante. Alors, vous voyez ce qu'on a pris, hein. Là encore, c'était du léger. Pour ce genre de choses, c'était pas la peine. Il n'était pas question de prendre un télescope qui nécessite 2 heures de mise en place au risque de devoir le déménager en urgence et pas avoir le temps de le réinstaller. Suivante. Alors, ça c'est une vue sur les contrepoids de fabrication maison. Ça c'est le modèle René Verso avec les boîtes de pois chiches et les cailloux. Les cailloux, on en trouve partout sur Terre, donc. Nous, ce qui nous fait le plus, ce qui nous amuse le plus, c'est quand on voit les Japonais descendre sur les sites d'éclipse avec des contre-lettres 93. Suivante. Alors ensuite, premier passage de Vénus. Parce que vous savez, les passages de Vénus, c'est très rare. Il s'en produit 2 tous les 120 ans. Alors 2 à 8 ans d'intervalle tous les 120 ans. Ça veut dire qu'il vaut mieux pas les rater. Alors le premier, on l'avait organisé à l'Observatoire de Meudon, un atelier international d'observation de comètes. C'était l'UWCA 3, organisé sous l'égide de l'ICQ, l'International Comet Quarterly, organisation mondiale des observateurs de comètes. Et on avait reçu plein de monde et on avait donné comme prétexte pour qu'ils viennent chez nous de bénéficier non seulement du WCA et du passage de Vénus, qui était beaucoup plus visible en Europe qu'aux États-Unis et en Asie du Sud-Est. Donc on avait reçu pas mal de monde, des gens, des découvreurs de comètes, Brian Marsden, son copain Dan Green, enfin tout le monde était là. Et puis pour les uns, on a proposé une observation du passage de Mercure à Meudon, et pour les autres, dans l'endroit qu'on déciderait comme étant le plus propice en fonction de la météo du moment. Donc il s'est trouvé que plus on allait vers l'est, mieux c'était, parce que plus on remontait le soleil et plus moins on avait de chance d'avoir des nuages, puisqu'il y avait des perturbations qui arrivaient sur la Bretagne. Donc la veille du phénomène, on est arrivé au fort du Montbard. Montbard, c'est à côté de Montbéliard, c'est dans le Doubs. Suivante. Accompagné de quelques découvreurs de comètes, on a eu un temps absolument superbe. Suivante. Et là, ce sont des images du passage de Vénus prises avec un Célestron 8 à 2 mètres de focale, toujours avec une Vesta Pro à capteur noir et blanc. Suivante. Le 8 avril 2005, je pense que ça rappellera des souvenirs à quelqu'un présent dans cette salle, n'est-ce pas, Steve? Donc là, c'était à Panama. Suivante. Alors là, on avait une équipe scientifique qui était composée de 3 éminents savants, n'est-ce pas? Bon, là, c'était juste avant une réunion de débriefing scientifique avec bien sûr les boissons locales. Et puis, on avait pris la météo, et la météo nous disait que, en gros, il y avait des orages tout le temps. Et on s'en est aperçu parce que les 2-3 jours précédents l'éclipse, on est redescendu en gros de la frontière du Costa Rica jusqu'à la zone de centralité de l'éclipse, et on était dans une zone de plus en plus orageuse.
Néanmoins, cependant, on s'était aperçu qu'il y avait pas mal d'effets d'hydrographique, c'est-à-dire que les nuages et les orages se produisaient beaucoup plus sur les reliefs qu'à distance des reliefs. Donc on a pris le parti de trouver l'endroit le plus proche possible de la ligne de centralité et le plus éloigné possible des montagnes. Suivante. Alors c'est quelques vues de Panama, hein, donc là vous avez en haut le contraste entre la ville de Colón, hein, qui est la ville qui est à l'entrée du canal, hein, côté Atlantique, avec les faubourgs de Colón et puis l'hôtel international high-tech du coin où on était. Et puis ensuite, de l'autre côté, donc là c'est l'entrée du canal, et puis entre les deux, ben, ce sont les échoppes de jeu, parce que là-bas on joue beaucoup. Suivante. Et donc on s'est installé le plus loin possible des montagnes sur une plage privée, enfin c'était une presqu'île privée qui s'appelait la Playa Coronado. Ça tombe bien parce que les filtres qu'on utilise pour faire nos images à chaque fois, c'est les filtres Coronado, donc c'est bien, c'est assorti. Et puis on s'est installé là sur ce promontoire à proximité des paillotes et autres, et on a pu avoir l'éclipse quasiment jusqu'à la fin, puisque la fin n'était pas visible, la fin était coupée par le coucher du soleil, mais on a pu voir tout ce qu'on voulait voir, et nos chers amis qui étaient restés sur le site officiel dans la ville universitaire de Penonomé, qui est à peu près à 80 km de là, et bien ils ont vu des seaux d'eau. Suivante. Alors là, ce sont des images donc, qui vous montrent le centre de la face centrale de l'éclipse. Vous voyez que l'anneau n'était pas bien grand, hein. C'était un tout petit anneau de rien du tout, elle a duré 17 secondes, hein, donc voilà. Et puis en bas, ce sont des images réalisées par le principe du sténopé avec les palmiers environnants. Donc c'est pour vous montrer qu'on peut faire des images d'éclipses partielles et même d'éclipses annulaires sans télescope. Il suffit d'avoir un arbre ou alors simplement un bout de carton avec un trou d'1 millimètre pour projeter d'1 mètre au sol. Suivante. Alors vous voyez les différentes phases projetées à travers les interstices des feuilles des palmiers, et diverses phases de l'éclipse annulaire en même temps. Suivante. Et puis alors cerise sur les gâteaux, parce qu'on avait pris un vol pas cher. Alors vous savez que dans les vols pas chers, il y a deux catégories de vols. Il y a les vols où il y a des escales très prolongées, ou des vols où il y a des escales dans un endroit complètement inintéressant. Donc on a pris la première option, puisque l'escale bien prolongée qui était de 7 heures, c'était à New York. Donc on a profité pour aller faire un petit tour à l'extérieur. Ceci dit, le vol revenant de Panama se posait à l'aéroport de Newark, qui est sur le côté de Manhattan. Et ça nous a permis de faire un beau petit panoramique sur Manhattan depuis le hublot de l'avion. Suivante. Alors, année des éclipses annulaires, 2005, il y en a une deuxième, c'était le 3 octobre 2005, c'était dans le sud tunisien. Suivante. Alors, ça c'est les paysages du sud tunisien. Hein. Alors évidemment, on n'a pas fait que l'éclipse, on était se balader. Et puis, entre autres, sur le site de Benimira, qui est un site de chute de météorites, où les autochtones avaient encore quelques cailloux en réserve. Donc on a pu faire un petit peu de troc. Suivante. Là on était une trentaine à peu près au total. Et puis on s'est installé sur le bord de la route qui va de Tataouine vers le sud. Ce serait une route qui maintenant serait dangereuse, hein, parce que là maintenant c'est une zone qui est quand même bien dangereuse à cause du terrorisme. Mais à l'époque ça ne l'était pas. Donc là pareil, on avait des petits instruments, on était arrivé la veille. Chose qu'il ne faut jamais faire, mais enfin là on n'a pas le choix. Et puis ça s'est très bien passé aussi, on n'a pas eu un seul nuage. Suivante. Voilà, alors avec le sténopé sur la phase annulaire et puis les différentes phases de l'éclipse tout autour. Suivante. Vous voyez un matériel qui est quand même léger. Hein. Suivante. Alors le 29 mars 2006, on avait un choix entre donner une taxe éclipse à Kadhafi et aller au Niger, et aller en Libye, ou alors éviter la taxe Kadhafi et aller au Niger ou en Turquie. Alors la Turquie, franchement, c'était pas franchement très intéressant, parce qu'il y avait des tas de gens qui étaient allés en Turquie qui ont pris l'option turque. Par contre, le Niger, c'était beaucoup plus intéressant, parce que pour l'occasion, ils avaient sécurisé la zone de l'éclipse qui était dans le désert du Ténéré, donc ça donnait l'occasion d'aller faire un trip dans le désert. Et c'était certainement la dernière fois que ça aurait été autorisé, puisque maintenant,
dans cette région, la région de l'Aïr, c'est pareil, il vaut mieux prendre un aller simple. Suivante. Donc là, c'est le départ en haut d'Agadez. Au milieu, c'est l'installation des bivouacs nocturnes, donc, parce qu'on a dormi la belle étoile. Et bien sûr, il y avait des sites d'observation organisés à Monument de Vallée, dans le Grand Canyon et tout ce qui s'ensuit, enfin, dans toute la région, même si tout le monde n'a pas eu l'éclipse annulaire et surtout pas l'éclipse centrale. Suivante. Alors, Antelope Canyon, c'était à 5 km de là où on a observé l'éclipse. Suivante. Alors, une annulaire qui est à peu près comparable à celle de Tunisie. Suivante. Et retour par ce site fabuleux que vous connaissez peut-être, c'est Bryce Canyon, qui est certainement le site à voir dans la région bien avant le Grand Canyon. Suivante. Alors, évidemment, quand on va observer du côté de l'Arizona, pour reprendre l'avion pour aller à Hawaï, on passe par Los Angeles. Et comme on passe par Los Angeles, on va bien sûr faire un tour à l'observatoire du Mont Wilson. Et là, c'est le télescope de 2,50 m, qui était le plus grand télescope au monde de 1918 à 1948. Suivante. On va faire un petit tour à l'observatoire du Mont Palomar, c'est en haut à gauche. On va faire un petit tour au Griffith Observatory. Donc ce sont les images qui sont donc sur le côté droit et en bas, avec une vue imprenable sur la mer de lumière sur l'agglomération de Los Angeles, puisque l'observatoire de Griffith est situé sur la colline d'Hollywood. Et donc permet de voir la ville du sud vers le nord, c'est-à-dire, non, du nord vers le sud plutôt, puisque Hollywood c'est au nord de l'agglomération. Et puis un petit passage aussi, un endroit fabuleux dans la région, c'est la cathédrale de cristal à Anaheim, qui est un bijou d'architecture contemporaine, tout en verre. Suivante. Et donc ce fameux passage de Vénus devant le Soleil le 6 juin, suivante. Eh ben, c'était, au départ, on visait bien sûr l'observatoire du Mauna Kea. Vous savez qu'à Hawaï se trouve l'un des deux plus grands observatoires astronomiques au monde, que cet observatoire donc, est situé à 4200 mètres d'altitude, et que donc il est forcément au-dessus des nuages, d'autant plus que Hawaï étant, comme la Réunion étant une île océanique, vous avez toujours un côté qui est couvert par les nuages et l'autre côté qui est souvent dégagé. Mais on sait que quand on passe au-dessus de 3000 mètres d'altitude, on a de bonnes chances d'avoir du ciel dégagé, puisqu'on passe au-dessus de la couche d'inversion, et donc on a les phénomènes météorologiques locaux qui s'estompent. Et donc l'idée, c'était de pouvoir monter jusqu'à 4200 mètres pour observer le passage de Vénus. Alors ce qui était théoriquement possible, puisque l'observatoire était ouvert aux visiteurs pour l'observation du phénomène. Après renseignement pris, il nous avait dit si vous passez avant 8h du matin, on vous laisse monter, parce qu'on peut monter en voiture jusqu'en haut. Et après, ça va être fermé et ce seront des navettes qui vont faire l'aller-retour. On se voyait mal mettre le matériel dans les navettes, et puis voilà. Donc, arrivé à 7h15 du matin à l'entrée de la route, eh ben, on nous a fait savoir que les GIs avaient changé d'avis et que donc il n'y a personne qui montait. Donc, du coup, on a fait demi-tour, on était sur les montagnes d'en face. Le Mauna Loa n'était pas 4200, on était à 3600 mètres d'altitude à peu près, mais ça ne change pas grand-chose. Au contraire, c'est mieux parce qu'il fait un peu moins froid. Suivante. Et puis là, on s'est retrouvé à une dizaine. Pourquoi? Parce que quand ils se sont aperçus qu'on faisait demi-tour pour aller en face, ils ont fermé la route en face aussi. Sauf que nous, on était passé avant qu'ils ferment. Donc on s'est retrouvé une dizaine là-bas en haut à faire le passage de Vénus, avec entre autres les clips de Jubier, entre autres, alors quelqu'un que je connaissais depuis longtemps, mais enfin ça fait plaisir de pouvoir parler de choses et d'autres pendant 6 heures. Et vous voyez que même à 3600 mètres d'altitude, on a quand même eu une remontée de nuages qui nous a un petit peu occulté le soleil, mais pendant pas plus que 2 minutes. Vraiment, on n'a vraiment rien raté. Et là, vous avez Vénus sur l'image en bas qui est en train de courir devant le soleil. Donc un soleil où il n'y avait pas beaucoup de tâches, maintenant on l'a fait en H-alpha, donc ça permet quand même d'avoir des détails sur la surface du soleil. Suivante. En vrai, c'est pareil, c'est matériel de poche. Hein. Suivante. Alors Vénus, quand elle est devant le soleil comme ça, on la voit à l'œil nu. Hein. À caution de mettre un filtre, des lunettes à éclipse, où vous regardez ça, le rond noir, on le voit, hein, sans problème. Pour Mercure, c'est plus difficile. Suivante.
13 novembre 2012, il y avait une éclipse totale de soleil en Australie, avec une bonne probabilité de ciel clair, et avec une bonne probabilité de prévisibilité de ciel clair, parce que la météo locale en Australie à l'époque, c'est soit des nuages sur la côte et l'intérieur dégagé, soit l'inverse. Donc il suffit de partir pas trop longtemps avant l'éclipse pour avoir une prévision météo précise et de savoir où il faut aller exactement. C'est ce qui a été fait, puisque le départ c'était 3 jours avant l'éclipse. Et donc on savait très bien qu'il fallait aller dans le bush pour aller voir l'éclipse et pas rester sur la côte. Les voyages organisés des chasseurs d'éclipses, évidemment, tous étaient sur la côte. C'est plus facile parce qu'il y a des hébergements, il y a des attractions touristiques, et donc forcément il y en a beaucoup qui l'ont raté à cause de ça. Suivante. Alors donc, le point de chute c'était Cairns, donc Cairns c'est dans le Queensland, c'est au nord. Suivante. Et puis ensuite, donc, on a pris la voiture sur 400 km à peu près pour aller faire un tour dans le bush. C'était que de la piste évidemment. Suivante. Et on s'est installé, alors comme on partait 3 jours avant, et que moi je suis resté qu'une semaine, je pouvais prendre du lourd. Donc là en l'occurrence c'est une FSQ 106 sur un AstroTrack. Et donc, mis à part le fait qu'il a fallu gérer les autochtones, qui voulaient nous faire dégager parce qu'on était sur une propriété privée, alors ça c'est les Australiens, l'Australie c'est très beau, mais si ce n'est pas les Australiens, ce sera encore plus beau. Donc on a quand même pu faire tout ce qu'on avait à faire. Suivante. Suivante. Voilà, donc là vous voyez que les traitements se sont un petit peu affinés. Là il y a du gradient rotationnel et un petit peu d'HDR. Suivante. Et puis bien sûr le spectacle en Australie et surtout là-bas, il est sous l'eau, il faut se dépêcher de le voir parce que c'est la barrière de corail qui est en train de disparaître. Suivante. Le 20 mars 2015, là on s'est fait peur parce que c'était une éclipse difficile à observer, c'était aux îles Féroé. Alors les îles Féroé c'est situé entre l'Écosse et l'Islande. Et puis ben, on se dit comme il nous faut un hébergement sur place, que les hébergements sont très onéreux. Il nous faut un véhicule sur place pour nous déplacer, que les locations de voitures sont très onéreuses aussi. On s'est dit que finalement la meilleure des solutions c'était de prendre de bateau et de trouver un ferry qui fait l'aller-retour et qui reste quelques jours sur place et qui nous sert d'hébergement, ce qui résolvait le problème de la location de voiture parce qu'on pouvait mettre nos véhicules au départ et ce qui résolvait le problème de l'hébergement en même temps. Suivante. Donc voilà, nous voilà partis, alors un superbe temps sur l'Atlantique Nord, jusqu'au Shetland, et puis ensuite après les Shetland, ça s'est gâté évidemment. Et puis arrivé évidemment à Tórshavn, la capitale des îles Féroé, on voyait des éclipses partout, c'est normal. Hein. Et puis on était une quinzaine, on s'est saupoudré un petit peu partout, là où les prévisions météo nous disaient qu'il pouvait y avoir des trous dans le ciel. Et puis tous ensemble, on a réussi à refaire une éclipse à peu près complète en mettant tous les morceaux bout à bout. Suivante. 28 septembre 2015, superbe éclipse totale de lune qu'on a vue dans la région. C'était un dimanche, dans la nuit d'un dimanche à un lundi. Alors avec bien sûr nuit blanche et puis fin d'éclipse à 7h15 et le boulot juste après, mais ça c'est un détail. Suivante. Le passage de Mercure du 9 mai 2016. Là c'était un grand moment aussi. Suivante. Ben oui, parce que elle était visible en France. Il faisait très beau temps jusque la veille, et on savait que le ciel allait se couvrir sur toute la France le jour J. Mais on avait quand même un avantage, c'est qu'on était au bord de la zone de ciel dégagé. Donc en calculant un petit peu l'avance des nuages prévus le lendemain, on s'est aperçu qu'il fallait aller à peu près jusqu'à Hambourg pour pouvoir assurer, et que si vraiment on voulait être complètement dégagé de toutes sortes de choses, il fallait monter au sud du Danemark. Donc on l'a fait dans l'après-midi de la veille. Il y a 900 km, c'est pas si loin que ça, hein. Puis c'est l'autoroute gratuite en plus. Et à partir de 20h30, dès lors qu'on a Düsseldorf jusqu'à Hambourg, on peut rouler à la vitesse qu'on veut. Suivante. Et donc nous, on s'est installé donc, à la frontière entre le Danemark et le nord de l'Allemagne. Et nous, là, 2 heures après le début du phénomène, vous voyez, on était déjà mangés par les nuages. Suivante. Alors c'était pas de tout ça, parce que quitte à faire un déplacement de 2 fois 900 km pour aller voir un passage de Mercure, autant trouver un endroit où on pouvait le voir complètement jusqu'à l'horizon. Parce que la sortie de Mercure était prévue à cet endroit-là à 3,8 degrés au-dessus de l'horizon, c'est-à-dire très très bas. Alors même sur un paysage dégagé, trouver un 3,8 degrés à tout coup, c'est pas évident. Donc ce qu'on s'était arrangé, c'était pour arriver donc, à la tombée de la nuit la veille,
de façon à trouver une étoile qui avait la même latitude céleste que le Soleil, et de calculer à quelle heure dans la nuit elle serait à la hauteur du Soleil à la sortie du phénomène, à la fin du phénomène, à la sortie de Mercure. Et donc on est allé sur le terrain vague qui était juste derrière. D'ailleurs, il fallait trouver un hébergement avec un terrain vague qui allait bien. Ça n'a pas été forcément facile, d'autant plus que c'était une période de vacances et tout était archi plein. Et pour finir, on a trouvé notre étoile, l'étoile de la constellation du Lion. On est allé sur le champ de foire, il était 4h27 du matin. On a planté un piquet là où on avait une zone entre deux arbres, où on savait que ça allait tomber dedans. Et on s'est installé là et ça a marché. Suivante. Alors là, comme on y allait par la route, je vais prendre du gros, donc là c'est 9,25, 235 mm de diamètre pour la lumière blanche, et c'est la FS puissance 6 portée avec des 10 pour l'âge alpha sur la max 90. Suivante. Alors là c'est le début. Suivante. Là elle a eu la chance de passer à côté d'un petit groupe de tâches. Donc là c'est un compositage d'un certain nombre d'images prises toutes les 10 minutes à peu près. Bon, j'en ai fait toutes les 30 secondes, hein, c'est-à-dire que je faisais une séquence et ensuite la suivante pendant tout le phénomène. Alors, inutile de vous dire que je n'ai pas encore monté toutes les intermédiaires. Hein. Mais il y a de quoi faire une vidéo accélérée de tout le phénomène. Suivante. Et là, c'est la sortie à 3,8 degrés sur l'horizon. Suivante. Et là, c'est une des images H-alpha qui vous montre Mercure se baladant sur la supergranulation solaire. Suivante. Alors il y avait une éclipse annulaire de Soleil le 1er septembre 2016. Alors celle-là c'est pareil, tout le monde est allé à l'île de la Réunion. Le seul problème c'est que la ligne de centralité passait à 15 km au sud de l'île de la Réunion. Suivante. Et en plus de ça, elle était intéressante cette éclipse parce que elle survolait les hauts plateaux, donc les régions en altitude donc situées au nord-ouest. Et elle passait entre autres à 80 km au sud du parc de Yellowstone, qui est l'un des endroits les plus courus du point de vue intérêt pour ce qui est des parcs naturels américains. Donc ça a quand même tenté beaucoup de monde. Suivante. Donc là, ce que j'avais emmené, c'était un téléobjectif MTO 500, donc 500 mm de focale ouvert 6.3, avec un boîtier Sony Alpha 7S derrière, sur une petite monture qui est une Star Adventurer, qui est une petite merveille parce que c'est complètement autonome, il y a un viseur polaire, une alimentation électrique autonome, et tout ça, ça tient en moins de 3 kg. Suivante. Alors voilà ce que ça a donné, en images compositées. Alors là-dessus, il y a à peu près 120 images. Alors, la totalité a duré 2 minutes 20 secondes. Le jeu, c'était de faire 120 images en 2 minutes 20 secondes. Alors il y a quand même un truc, c'est qu'en fait, il y a deux séries d'images. Il y a la mienne pour ce qui est de la couronne externe et de la couronne moyenne. Et puis, j'ai un ami qui était pas très loin, qui était à peu près à une centaine de kilomètres, qui lui a fait des images avec une optique comparable, mais avec un capteur qui était un capteur à l'APS-C, donc un petit format, mais avec beaucoup plus de pixels que sur l'Alpha 7S, et qui m'a donc envoyé les images de basse couronne que j'ai compositées sur les miennes, en faisant subir un traitement identique à toutes les images. C'est comme ça que j'en avais 108, lui il en avait 12, donc on est arrivé à 120. On a ici l'étoile Régulus. Alors elle était bien pratique aussi pour faire les compositages. Parce que sur les couronnes solaires, pour faire les additions d'images sur les détails de couronnes, c'est très compliqué quand on n'a pas d'étoile. Et puis il y avait deux autres étoiles qui étaient aussi dans le champ. Suivante. Là, c'est les images donc, prises avec le téléobjectif de 500 mm de focale, avec 24 millions de pixels. Donc, vous voyez qu'il y a plus de détails sur la basse couronne. Et puis ensuite, la suivante. Voilà, là, c'est le compostage de l'ensemble. Alors là, il y a l'ambiance pendant la totalité. Là, c'est un montage qui a été fait par Valère Leroy, que les habitués des forums connaissent bien, et qui a mis bout à bout des images d'ambiance qui avaient été faites par un amateur donc, dans les DAO, avec les images de l'éclipse que j'ai pu faire, celle de Christian Gros, donc le copain qui m'a aidé pour la basse couronne. Et puis, tout ceci mis en musique par Valère qui compose les musiques d'accompagnement de ces vidéos astronomiques. Tu peux lancer la chose, Valérie ?
Ça va vous donner l'ambiance d'une éclipse. Là, c'était une image toutes les 30 secondes. On peut presque regarder le soleil. Oh là! Hein? Allez-y.
il y a un deuxième lien en dessous, on l'a essayé tout à l'heure, mais il nous plante le diaporama, donc éventuellement on le regardera après. Suivante. Alors donc, évidemment, on était pas très loin du parc du Yellowstone, dans une zone qui était quand même très pauvre en population. Donc un petit essai sur la Voie lactée avec un fisheye devant la tracette est pendant une pause de quelques secondes. Suivante. L'observatoire Chamberlain à Denver, dans le Colorado, un observatoire qui a été construit sur les deniers d'un colonel de l'armée américaine qui en a fait don ensuite à l'université de Denver, qui elle-même l'a mise à disposition des amateurs pour les observations publiques, et dans lequel on trouve une magnifique lunette de 50 cm de diamètre, comme on les aimait bien à la fin du 19e, suivante. Et un instrument méridien qui, pour l'instant, n'est plus utilisé, mais la lunette sert toujours aux observations publiques. Suivante. La ville de Denver, ça c'est un détail. Suivante. Alors évidemment, bon, dans le tour, on a été se balader un petit peu partout dans la région, qui était visible en France, pas très facilement parce qu'elle était dans le Levant, donc dans le crépuscule, et qui était beaucoup plus facile à observer dans l'hémisphère austral et vers l'est, et en particulier pour ce qui est de la partie boréale en Iran, puisqu'on était quasiment, on avait le maximum de l'éclipse au moment où le soleil était la lune était la plus haute dans le ciel. Suivante. Et à cette occasion-là, l'Observatoire de Nice et l'Université de Tabriz avaient organisé un colloque consacré à l'éclipse et à l'opposition de Mars, parce que Mars était au plus près de la Terre à ce moment-là aussi, cette nuit-là d'ailleurs. Et donc, c'est un colloque qui avait été organisé et auquel j'ai pu être invité. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, à la limite, s'il n'y a pas d'éclipse, il y aura au moins l'Iran, parce que l'Iran, c'est pas tous les jours qu'on y va. Et c'est vrai que c'est un pays fabuleux. Et donc, on a été un petit peu gêné par les nuages, puisque la première partie de l'éclipse était complètement couverte. Et il n'y a que la deuxième partie de la totalité et la sortie de la Lune qui ont pu être à peu près observées. Je dis à peu près parce qu'il y avait aussi le nuage. Suivante. Et alors, ces images-là, on a l'impression qu'il y a 0 nuage qui passe devant, alors que si vous prenez les 4 du haut, il y avait des nuages qui passaient toujours devant. Sauf qu'ils passaient à grande vitesse. Donc l'idée, ça a été de faire des images en rafale de la Lune, alors que les nuages passaient devant, et de les additionner suivant un procédé d'addition qui s'appelle la pile médiane. Et la pile médiane, elle a pour avantage de ne garder que les détails communs à toutes les images qu'on additionne. Ça veut dire que quand on prend un grand nombre d'images, il y en avait à peu près une quarantaine par addition, et les morceaux de nuages, comme ils se déplaçaient très vite, ils n'étaient jamais les mêmes d'une image sur l'autre. Et donc, une fois qu'on a additionné les 40 images, on a tout, sauf les nuages. Et donc, c'est comme ça qu'on peut sortir des images d'éclipse ou d'autres choses d'ailleurs, même quand on a des nuages sur un phénomène transitoire, quand c'est important de l'avoir, on fait comme ça. Suivante. Bon, là, quelques vues de Tabriz, la grande halle, en haut à droite. Les jardins publics à la tombée de la nuit, parce que là-bas, les gens ils vont camper dans les jardins publics. C'est tout à fait autorisé, toléré, ils vont pique-niquer, enfin tout ça, ça se passe très bien. Malgré l'embargo américain, on ne s'attendait à pas trouver de matériel astronomique, mais erreur. Hein. Là, c'est une boutique de matériel astronomique. Il y en a 2 à Tabriz. Et Tabriz, c'est pas la capitale c'est Téhéran. Et puis, juste avant le retour, on a été invité chez les parents d'un des étudiants, et donc là, c'était la grande fête familiale. Au départ, on était une quinzaine. Et quand ils ont commencé à mettre la musique, tout le quartier est arrivé. Quand on est sorti de là, on était à plus de 50. Suivante. 21 janvier 2019, là c'est la dernière éclipse totale de Lune, c'est celle qui était finalement bien observée de chez nous aussi. Bon, là on a été l'observer à côté de Ouarzazate au Maroc. Suivante. Donc, dans un ciel qui était le ciel du désert, évidemment, avec les couleurs du ciel du désert. Et là, le gros avantage des capteurs à haute dynamique, c'est qu'on peut avoir la totalité bien exposée et un champ d'étoiles important autour, puisque là on a les étoiles du champ dans lesquelles passait la Lune. On a eu 2 occultations pendant la totalité là-bas, savoir cette étoile-là pour ce qui est d'entrée et de la sortie, et celle-là pour ce qui est d'entrée. Suivante. Je crois que c'est la dernière. Et je vous remercie de m'avoir supporté jusque maintenant.